Bonjour à toutes et à tous et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de rencontre avec les auteurs, cette fois-ci consacré à la bande dessinée Je vais rester. Donc, webinaire rencontre auteurs Francomix, évidemment le projet sur la bande dessinée, Francomix 5. Et comme vous le savez, c'est le dernier webinaire de cette série de rencontres avec les auteurs consacrée à nos 3 BD. Et cette fois-ci, on se consacre à Je vais rester et on a l'honneur d'avoir avec nous euh, l'auteur et l'illustrateur, le dessinateur de la BD, Lewis Trondheim et Hubert Chevillard, qui nous font l'honneur d'être avec nous. Comme vous le savez, c'est le dernier webinaire de cette série. Ce n'est pas le dernier webinaire de Francomix. Et donc, on avait à cœur de faire cette rencontre pour cette 3e BD. Je me présente, je suis Davy Martins de l'Institut français d'Autriche. Je suis chargé de coopération éducative et linguistique et c'est moi qui m'occupe de Francomix pour la partie autrichienne. Donc, cette année, Francomix, on a rejoint Francomix, l'Autriche a rejoint l'Allemagne pour participer à ce projet. Donc, on peut dire que c'est un projet qui a traversé la frontière et on est très content, nous, à l'Institut à Vienne, de pouvoir rejoindre cette aventure qui est vraiment extraordinaire. Donc, moi, je suis de Vienne. On a aussi Marie et les autres qui sont d'Allemagne. Moi, je ne sais pas d'où est-ce que vous vous connectez. J'espère qu'il y a certaines personnes qui sont connectées depuis l'Autriche, mais vous pouvez évidemment marquer en commentaire dans le chat, donc dans la partie discussion, d'où vous connectez. Ça nous ferait très plaisir de voir un peu qui est connecté et depuis quelle ville. Voilà, on va faire un petit point technique avant vraiment de débuter ce webinaire. Donc, comment interagir pendant le webinaire? C'est très simple. Vous avez l'onglet, comme je le disais, discussion, chat en allemand, pour les questions techniques. Donc, si vous avez un problème de connexion, un problème d'affichage ou quoi que ce soit important, n'hésitez pas à le marquer dans le chat. Vous avez aussi l'onglet questions et réponses, Fragen und Antworten, pour les questions directement aux intervenants et l'onglet sondage pour mieux vous connaître. Voilà. En cas de problème technique, comme je le disais, le chat ou l'adresse d'Oriane qui s'affiche sur le partage d'écran. Le webinaire est évidemment enregistré et vous aurez l'occasion de le retrouver sur YouTube dans la page, sur la chaîne Le Point des profs de l'Institut français d'Allemagne. Voilà, et pour finir, un certificat de participation vous sera remis à l'issue du webinaire, si vous restez jusqu'à la fin, évidemment. Voilà. Je laisse tout de suite la parole à Marie. Et avant ça, bien sûr, je me permets de vous rappeler que le concours, il faudra envoyer les vidéos avant le 21 mars 2022. Donc, c'est la date limite à laquelle vous pourrez envoyer les vidéos. Et l'annonce de la bande dessinée gagnante sera faite lors du Salon du Livre, du Comic Salon d'Erlangen, du 16 au 19 juin. Voilà. Pour la partie autrichienne, je vous rappelle qu'il y a un lot qui est différent, un prix qui est différent. Et on a justement cette année un workshop de 4 heures pour les gagnants qui va être effectué à l'Institut français d'Autriche avec un spécialiste de la bande dessinée qui va venir spécialement pour réaliser ce workshop. Donc voilà, je souhaite vraiment bonne chance à toutes et à tous. Et tout de suite, le sondage qui s'affiche pour savoir justement si vous êtes connecté seul ou en groupe, si vous êtes enseignant ou élève. Donc, répondez, vous pouvez répondre au sondage qui s'affiche à l'écran. Et je laisse la parole à Marie pour découvrir les auteurs et le dessinateur. Voilà. Merci beaucoup, Davy. Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, nous sommes très heureux d'accueillir Lewis Trondheim, donc, qui est le scénariste de Je vais rester, et Hubert Chevillard, qui est le dessinateur de la BD Je vais rester. Et donc déjà, merci d'être avec nous, Lewis et Hubert. On est très heureux de Bonjour, vous accueillir. merci à vous. Bonjour. On va faire, juste pour vous expliquer un petit peu le plan, on va faire ce webinaire en 2 parties.
D'abord, on va revenir sur votre parcours à chacun de vous, et puis on parlera de votre collaboration sur cet album qui, je pense, a beaucoup touché la plupart des lecteurs, aussi bien pour la justesse des mots que pour l'émotion des dessins. Donc, on évoquera en particulier comment cette œuvre est née et votre travail sur l'écriture et le dessin. Pour les participants, vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Hubert ou Lewis, n'hésitez pas, je relayerai les questions et puis ils pourront y répondre avec, je pense, plaisir. Donc, je vais commencer par vous... Avec plaisir et en faisant des blagues. Parce exactement. On aime beaucoup l'humour. On fait des albums tristes, mais on aime rigoler. Et bien, ça, c'est très bien. Ah, les blagues. Les blagues. C'est moi le spécialiste de l'humour. Hubert ne fait pas les blagues du tout. Il comprend pas de blagues du tout. Il sait juste sourire, mais il ne comprend pas l'humour. C'est semblant. C'est un robot. C'est un robot, carrément. Bon, justement, on va revenir un peu sur votre parcours à tous les deux. Donc, Lewis, toi, tu es déjà une légende, on peut même dire, de la BD française. Tu as publié une dizaine d'albums et tu es un des acteurs majeurs de ce qu'on appelle la nouvelle BD française. Tu fais parfois des livres seul, souvent en collaboration. Dans l'album dont on parle aujourd'hui, tu signes le scénario et pas le dessin cette fois-ci, mais tu as dessiné beaucoup de tes propres BD. Je pense notamment à La Mouche. Il y en a eu bien d'autres. Tu as déjà eu un grand nombre de prix, dont le prix Max und Moritz en 2000. Donc, on pense au Comics Salon d'Erlangen, pour la BD Approximativement. Et tu as également eu le Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2006, ce qui nous donne une bonne idée de l'importance de ton œuvre pour la BD française. Quant à toi, Hubert, tu es un dessinateur multitalent. Tu fais de la bande dessinée, des films d'animation, des jeux vidéo. Et tu as un emploi du temps donc bien chargé, je pense. Est-ce que tu as le temps de dormir? C'est ma question. Alors, le temps de dormir, je le prends, mais c'est vrai que mes soirées sont chargées, par exemple. C'est ce que je me suis dit en voyant toutes les tâches que tu avais. Donc, Je vais rester n'est pas ta première BD. On connaît ta série Le Pont dans le vase, écrite par Sylvain Chomet et dont les 4 volumes ont été publiés par Glénat de 1993 à 2003. Et tu travailles depuis 2003 chez Ubisoft, dans l'univers du jeu vidéo, et tu as contribué notamment à la création des lapins crétins, des petites créatures qui sont nées en 2006 et que l'on ne présente plus. Je pense que la plupart de nos auditeurs, ou de nos téléspectateurs, je ne sais même pas, doivent connaître ces créatures. Et donc, ma première question, c'est d'où vous vient cette passion de la BD? Comment avez-vous fini dans cet univers de la BD? J'étais dans ma chambre, c'était parfois que ma chambre, c'était le bureau de mon père, le bureau de ma mère, la chambre de ma sœur et surtout tous les stocks de livres étaient là. Donc j'étais au milieu de tous les livres, mais pas que des BD, beaucoup de livres avec que des mots sans dessin. Mais je pouvais très facilement descendre dans la librairie et emprunter des livres et les lire à condition que je l'ouvre, mais juste à 90 degrés. Pas à 180 degrés, sinon c'est interdit, on ne peut pas le revendre. Donc, je faisais toujours très attention. Donc, j'ai la passion de la bande dessinée et la passion des livres bien entretenus. Oh, c'est beau ça. Ok, donc surtout pas abîmer les BD. Mais c'est super. Donc, en fait, tu as un peu vécu dans le monde de la BD dès ta plus jeune enfance, si on peut dire ça. Oui, mais je ne pensais pas qu'on pouvait en faire son métier. Pour moi, quand j'étais enfant, je pensais que les bandes dessinées arrivaient dans les magasins et c'était tout. Je ne savais pas qu'il y avait des auteurs derrière. Et quand j'ai compris qu'il y avait des auteurs, je ne pensais pas que je serais capable de faire de la bande dessinée parce que mon niveau de dessin n'était pas très bon. Je voulais surtout écrire des histoires, mais je ne savais pas si ce serait pour la télévision, le cinéma ou autre chose. Et un jour, j'étais à un colloque sur la bande dessinée pour voir un petit peu le milieu, comment ça se passait. Et j'ai découvert des bandes dessinées que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas chez mon père, puisque chez mon père, c'était plutôt Astérix, Tintin, Lucky Luke. Et j'ai vu des bandes dessinées qui étaient mal dessinées, mais très bien racontées. Et là, je me suis dit, si on peut faire des bandes dessinées en dessinant mal, c'est pour moi. Pourtant, quand on voit tes dessins, ils sont quand même bien réussis, non? Tu as pris des cours de dessin ou Maintenant, oui. Par exemple, là, ce que vous voyez, c'est des croquis d'après nature, parce que j'apprends à dessiner depuis 40 ans. Mais au tout début, je faisais des systèmes de photocopie avec des cases, avec un personnage le même, la bouche ouverte et la bouche fermée. Je photocopiais les cases, je rajoutais des dialogues
et je faisais un effet de rythme de dialogue, et je ne savais pas du tout faire les dessins. C'est parce que j'ai voulu progresser que petit à petit, j'ai fait l'album de la mouche que vous avez vu avant, qui est muet, comme ça je ne me cachais pas derrière les dialogues. Et jusqu'à 2005, en 2005 environ, j'ai commencé à faire beaucoup de croquis d'après nature qui m'ont beaucoup aidé après pour le dessin de la bande dessinée, pour éviter de tomber dans des systèmes de facilité, dans des tics. Ça nourrit beaucoup. On crée en nous une espèce de bibliothèque mentale d'images, de choses qui enrichissent le propos après. Ouais. Mais Hubert aussi, il fait beaucoup de dessins d'après nature. Oui, alors moi j'ai un parcours symétrique. Chez moi, la bande dessinée était bien accueillie, alors que mon père avait des goûts plutôt classiques. Mais la bande dessinée avait une très bonne image de marque. Et puis par ailleurs, mes dessins étaient plutôt valorisés par mon entourage. Et donc à un moment assez tôt, en fait, bien avant 10 ans, peut-être vers 7 ans, je me suis dit, mais au fond, je dessine, la bande dessinée, c'est super, j'adore ça. En fait, je veux être dessinateur de bande dessinée. Moi, c'est une chose que je sais depuis très, très, très longtemps. Et alors, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai fait différentes choses dans ma carrière, mais la bande dessinée a toujours été au cœur de tout, en fait. La bande dessinée, c'est un média extraordinaire parce qu'on y maîtrise tout en même temps. On y maîtrise la perspective, les décors, la narration, les dialogues, le jeu des personnages, on y maîtrise la lumière, et on est obligé de maîtriser tout ça en même temps et autour d'un seul récit. Et ça, c'est très particulier, en fait. Il y a très peu de médias qui soient aussi complets dans les arts visuels. Bien souvent, le dessin animé, par exemple, ou le cinéma, ça suppose de travailler avec des équipes assez nombreuses, en fait, pour réussir à obtenir un résultat. La bande dessinée, non. Et donc ça, c'est vraiment un truc, c'est une très, très bonne école pour le jeu vidéo, par exemple, parce que quand on fait de la bande dessinée, on apprend que tout le dispositif doit être au service d'un propos. Et ça, c'est une chose formidable. Alors moi, je n'ai pas eu cette chance de Lewis de démarrer avec un dessin dont je n'étais pas content. En fait, tout de suite, on a valorisé mon dessin. Et à cause de ça, je ne me suis jamais intéressé à l'écriture des histoires. Et aujourd'hui, ça me rend un peu malheureux parce que du coup, je ne peux travailler qu'avec le concours d'un scénariste. Bon, quand la plupart des... J'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'ai pu travailler avec des scénaristes super, mais c'est vrai qu'être auteur complet, c'est une chose qui manque un peu à ma palette. Après, cela peut encore venir, hein, je pense, non? Oui, tout à Rien fait. n'est fini. Et l'avantage aussi de la bande dessinée par rapport aux jeux vidéo, au cinéma, à la télévision, c'est un art narratif, mais c'est un art narratif qui coûte presque rien. C'est-à-dire qu'on a un papier, un crayon. Aux éditeurs, tu veux dire. À fabriquer, à faire, pour que ça existe. Et ouais. Contrairement à d'autres médiums où on est obligé de mettre en jeu beaucoup de choses. Le cinéma, si on veut faire un film de cinéma, c'est minimum 3-4 millions d'euros. Si on veut faire un jeu vidéo, ça va être, ça peut monter jusqu'à 100 millions d'euros. Oui, ouais. Donc c'est de la folie. Ouais. Donc en fait, finalement, c'est un art qui coûte peu cher pour vous en tant que matériel, mais bon, qui ramène quand même, qui a quand même une certaine valeur. Enfin, c'est ouais. En fait, on peut maîtriser des récits qui ont la puissance, à mon avis, hein, de récits qu'on fait au cinéma ou dans la littérature. Mais on fait ça, enfin, en l'occurrence, la littérature a un peu cette même qualité d'être manœuvrée par un seul auteur ou très peu d'auteurs. Mais on fait un récit, en fait, qui a la puissance d'un film, par exemple, mais qu'on peut mener seul. Et ce n'est pas plus cher de faire une espèce de grande bataille intergalactique ou un dialogue de deux personnes dans une cuisine. Et ça, c'est un gros avantage parce que ça permet en fait d'aborder librement tout un tas de sujets très différents. On n'est jamais empêché d'aborder un sujet parce qu'il va coûter cher ou qu'il va être compliqué à mettre en œuvre. Et de fait, la bande dessinée, depuis presque 20 ans et encore plus maintenant, est un vivier dans lequel va piocher beaucoup de gens du cinéma, beaucoup de gens de la télévision, de Netflix, etc., pour faire des projets, parce que là-dedans, les auteurs ne sont pas bridés par des coûts et on peut voir tout de suite ce que ça va donner. Et donc, on est très, très regardé et beaucoup de choses sont adaptées. Ok. Et d'ailleurs, il y a sûrement dans nos participants de webinaire des gens qui seraient peut-être intéressés de faire de la BD,
plus tard, est-ce que vous auriez des conseils pour les élèves qui nous regardent et qui souhaiteraient se lancer dans la BD? Le conseil, il y a plusieurs conseils. C'est déjà avoir quelque chose à raconter. Ça, c'est important. Si on ne sait pas quoi raconter, ben, on a peut-être un copain qui sait raconter quelque chose. Donc, on se met à plusieurs. Après, ce n'est pas parce qu'on va être sincère qu'on va être intéressant et qu'on va être bon. Ce n'est pas parce qu'on est sincère, ce n'est pas parce qu'on va raconter que notre grand-père est mort d'un cancer et que ça a duré très longtemps et qu'on a pleuré, que ça va faire pleurer le lecteur. Tous les sujets sont bons. Le cancer du grand-père ou de ramasser une boulette de papier dans la rue. Tout est sujet à raconter quelque chose. Mais il faut savoir le tourner. C'est ça la différence qu'il va y avoir entre les auteurs, les artistes, les écrivains. C'est la qualité, l'imaginaire, la façon de tourner la chose, la façon de faire un pas de côté pour que ce soit un petit peu différent. Parce la bande dessinée existe depuis plus de 100 ans, le cinéma existe depuis plus de 100 ans, la littérature existe depuis plus de 2000 ans. Donc, il y a eu des millions d'histoires déjà racontées. La seule différence, ça va être comment on va les raconter. Donc, l'angle qui a été pris dès le départ, quoi. Et sur le côté plus dessin, moi, j'ai un conseil à donner à des gens qui voudraient démarrer la bande dessinée. N'apprenez pas à dessiner tous les muscles, n'apprenez pas à dessiner des perspectives très complexes. Concentrez-vous sur vos sujets et essayez de dessiner vos sujets. Essayez de les mettre en scène de la manière la plus parlante possible. C'est beaucoup plus intéressant de réussir une image dans son ensemble avec toutes ses composantes que de réussir le bras gauche d'un personnage très musclé. Autre chose, c'est si vous faites des histoires, n'essayez pas tout de suite de faire Le Seigneur des Anneaux. Si vous faites de la bande dessinée, ne cherchez pas à faire des histoires qui vont faire 500 pages, 1000 pages, 3000 pages. Faites des histoires très courtes, faites des strips comme les Peanuts, comme Calvin et Hobbes, des choses en 3 cases, 4 cases, des petites histoires courtes. Et ça va vous former pour après faire des histoires un peu plus longues. Ok, merci beaucoup pour ces conseils. Et justement, je voulais revenir sur ce que tu disais, Hubert, sur la création de tes dessins. Tu nous as envoyé 2 vidéos sur l'ébauche de 2 dessins que tu as fait pour Je vais rester. Et j'aimerais qu'on la regarde et puis que tu les commentes pour que tu nous expliques comment tu as pu, à partir, parce que c'est beaucoup d'ombre, comment tu as pu arriver à ce type de dessin. Alors voilà, Oriane partage son écran. Alors, ça n'a pas été fait pour Je vais rester. Ça, c'est des dessins que j'ai fait très librement dans un train. J'ai une tablette là et c'est dessiné comme ça d'imagination dans un train au fil de mon imagination, quoi. Ok. Et donc, par exemple, ce qu'on voit, c'est que ce qui est très important, c'est la silhouette générale, par exemple. Je commence par la silhouette générale. Les détails les plus fins viennent à la fin. On commence par d'abord camper une chose dans son ensemble. Et puis petit à petit, on raffine, on place les détails principaux. On ne commence pas par les rayons de la roue gauche, par exemple, si on dessine une bicyclette. Et combien de temps tu mets à chaque fois pour dessiner tes dessins? Parce qu'on voit la précision à chaque fois, le fait que tu reviennes sur chacun des détails. Alors ça, bon, bien sûr, c'est très accéléré, mais c'est des dessins que j'ai fait en, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes chacun, peut-être. Mais c'est des dessins que je fais ça pour me détendre. C'est pas des dessins que je destine à une publication ou à un usage particulier, en fait. Tu mets plus de temps alors pour les dessins que tu destines à tes BD? Alors moi, je dessine très vite, mais je mets beaucoup de temps à me mettre en route, en fait. C'est-à-dire, par exemple, une page de Je vais rester, ça me prend, le dessin à proprement parler me prend maximum une journée. La couleur, c'est un peu plus long, c'est 1 à 2 jours. C'est-à-dire qu'au total, une page, ça va me prendre entre 2 et 3 jours de travail. Il faut voir aussi la différence qu'il y a entre ce qu'on a vu là, la petite partie animée, le process d'un travail qui est fait sur tablette graphique, sur lesquelles tu peux moduler les personnages, rajouter d'un seul coup beaucoup de ciel, bouger ceci, cela, et le travail sur Je vais rester, où tu travailles directement sur crayon, avec le crayon sur papier, et là, si tu rates une case, tu refais une autre case.
Alors, j'ai fait les deux, c'est-à-dire que j'ai refait des cases que je ne trouvais pas intéressantes. Par contre, je ne gomme pas, moi. Quand ça ne me plaît pas, je refais. Parce que moi, j'aime bien l'énergie qu'il y a dans le premier jet d'un dessin, la première version d'un dessin. Et donc, je cherche vraiment à garder ça. Et quelquefois, en même temps, je garde des défauts de perspective d'anatomie. Moi, je trouve que ce n'est pas très grave. Il vaut mieux un dessin très expressif et un peu faux techniquement. Je trouve ça plus intéressant. Alors, j'ai fait ce que tu dis, Lewis, c'est-à-dire j'ai repris complètement à zéro certains dessins. Mais quelquefois, par exemple, j'étais content d'une case et puis la tête du personnage était un peu petite. Alors, je scannais le dessin et après, sur ordinateur, je reproportionnais la tête à la taille qui me convenait. Donc, j'ai un peu utilisé tous les moyens que les outils informatiques mettent à notre disposition pour faire Je vais rester. Toutes les couleurs sont faites sur informatique aussi. Je crois que c'est important de dire qu'il ne faut pas avoir honte de rater un dessin, de refaire, de composer. Il ne faut pas chercher à faire un dessin qui va être exposé au Louvre à la fin. Le but de la bande dessinée, c'est de faire des livres, c'est-à-dire un processus moderne d'art, de reproduction. On va tirer 1000 bouquins, 2000 bouquins, 5000 bouquins. Ce n'est pas la Joconde. Donc le but final, c'est de lire une histoire. L'œil glisse sur les cases, on est dans une narration. Il faut que ce soit lisible, que ce soit fluide, mais ce n'est pas la peine d'avoir une page finalisée, une page originale qui va être merveilleusement bien faite, sans blanc pour corriger le trait, sans coup de gomme, sans rien. Ça n'a aucune importance. Oui, et même moi, souvent, je constate quand je vois des jeunes qui m'amènent des dessins, souvent, je m'aperçois que les dessins que je préfère, c'est ceux qu'ils trouvent ratés, en fait. Parce que bien souvent, c'est dans ces dessins-là que les choses les plus fortes s'expriment et que les histoires sont le mieux racontées. On peut très bien avoir un personnage qui est parfaitement dessiné avec tout un tas de détails, de costumes, etc. Et que l'image au global n'exprime pas grand-chose. Et puis un autre dessin à côté, beaucoup plus mal fait, beaucoup plus mal fichu, beaucoup moins abouti. Mais par contre, où on sent que le personnage est par exemple en pleine souffrance, qu'il lui arrive quelque chose de très difficile et qu'il est en train de se demander comment il va s'en sortir. Il faut évidemment, à mon avis, toujours privilégier un dessin qui raconte bien l'histoire plutôt qu'un dessin qui est bien fait et qui pourrait éventuellement être accroché au mur chez sa grand-mère, par exemple. Il y a aussi la notion de dessin-écriture, c'est-à-dire que depuis environ 40 ans, commence à venir cette idée-là qu'on utilise le dessin comme on utilise sa plume pour écrire quelque chose. Et beaucoup d'auteurs ne sont plus dans le beau dessin, dans le dessin comme Tintin, comme Black et Mortimer, des choses très léchées, très propres. On est beaucoup dans une notion de dessin. Il faut que ça aille vite, il faut que le dessin soit vivant et l'ensemble crée une émotion directe quasiment entre la pensée, le trait et l'œil du lecteur qui, lui, lit et analyse. Ok, donc il y a vraiment un travail de réflexion derrière chacun des dessins que vous créez. C'est vrai et pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réflexion en amont, mais je crois que Lewis, tu fonctionnes comme ça à l'écriture aussi. Au moment où tu écris et au moment où moi je dessine, il n'y a pas trop de réflexion en fait. Justement, ça doit être comme un flux. Et il faut vraiment, par exemple, en bande dessinée, le minimum, l'unité minimum, c'est pas une main ou un bras. L'unité minimum, c'est une page, c'est-à-dire beaucoup de cases qui doivent tout aller ensemble. Et quelquefois, même ces deux pages qui sont face à face, il faut que ça soit traité comme un seul ensemble visuel. Et donc, c'est très nécessaire d'adopter un dessin qui permette à cette double page de fonctionner comme une seule grande image, en fait. Okay. D'où l'intérêt de dessiner un peu vite, comme dit Lewis, ce dessin-écriture-là. Ouais. Bah justement, je vous propose de passer un peu à Je vais rester et voir comment ça s'est passé du côté de cette BD-là, tout ce qui est le travail autour du scénario et du dessin. Juste avant, est-ce que l'un de vous pourrait nous résumer ou nous pitcher en quelques mots l'histoire de Je vais rester pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, cette BD? L'histoire, c'est assez simple, c'est un fait divers que j'ai entendu d'un couple qui se promenait au bord de la plage. Il y avait du vent et il y a une tôle, un morceau de fer coupant qui volait et qui a tranché la tête de quelqu'un. Après, je n'ai jamais retrouvé l'article qui précisait où, quand c'était arrivé. Et je me suis dit, waouh, dommage. En plus, s'ils venaient d'arriver en vacances, comment ils font après? Qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un seul coup, mon travail de scénariste s'est dit, voilà, imaginons ça. Imaginons le couple arrive juste, l'homme se fait trancher la tête et la femme décide de rester en vacances.
plutôt que de rentrer avec le corps de son compagnon. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, j'ai un fil et je tire dessus sur tout l'album. Ok, donc l'idée originale, c'est toi qui l'as eu avec un fait divers. Est-ce que tu avais déjà pensé à Hubert pour l'illustration ou comment vous en êtes venus à travailler ensemble sur ce projet? Je n'avais pas pensé à Hubert pour l'illustration parce que j'avais ça en tête, mais ce n'était pas formel. Et je voyais Hubert qui était, c'était quoi, il y a une dizaine d'années, qui était assez malheureux de travailler 24 heures sur 24 à Ubisoft sans avoir beaucoup de temps pour lui pour refaire de la bande dessinée. Et je lui ai proposé qu'il s'y pouvait prendre un 3/4 temps et avoir une semaine par mois pour travailler et faire une BD ensemble. Ok, et ça fait combien de temps alors que vous avez travaillé sur cette BD? On a commencé il y a longtemps, mais c'est comme Hubert travaillait une semaine par mois, il a travaillé plus de 6 ans sur le projet. Mais pas 6 ans à plein temps. Oui, moi, j'ai mis 6 ans, à faire tous les dessins et la couleur, mais 6 ans en travaillant un quart de mon temps. Donc, j'ai mis à peu près, en temps cumulé, j'ai mis à peu près 1 an et demi, à peu près, pour 120 pages, ce qui est à peu près correct. C'est honnête. Ouais. Et est-ce que ça n'a pas été trop difficile à chaque fois de se remettre dans l'histoire, vu que ça a pris beaucoup de temps de chaque fois Alors ce n'est pas dans l'histoire, c'est de se remettre dans l'énergie du travail. Oui, évidemment, c'est plus compliqué. Quand on travaille seulement une semaine par mois, eh ben, on perd. Moi, à chaque fois, j'ai perdu 1 à 2 jours à me remettre en route. Mais par contre, moi, j'aime beaucoup faire ça, de faire de la mise en scène comme ça. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je l'ai fait avec un grand plaisir. J'ai dû par contre m'installer dans une discipline et m'imposer un rythme de production pour avancer, parce qu'on ne peut pas faire ça pendant 6 ans en parallèle à un travail très exigeant si on n'a pas un minimum de discipline personnelle. Ça, je le pense bien, oui. Et comment ça s'est déroulé un peu alors le début de ce projet? Alors déjà, il y a un gros avantage. Il y a un gros avantage, c'est qu'on habite tous les deux à Montpellier. Ah, ouais. Donc ça explique beaucoup de choses. Donc on se connaissait, on allait chez les uns, chez les autres prendre de l'apéro parce qu'on aime la BD, mais on aime l'apéro et on aime l'alcool. On aime les petits biscuits. Ça fait les meilleurs projets. Voilà, on aime le champagne, etc. Et de fil en aiguille, ça donne des collaborations parce qu'on s'apprécie en tant qu'être humain. Et c'est l'avantage de la bande dessinée aussi par rapport à beaucoup d'autres médiums de narration, c'est qu'on peut se mettre à 2 ou à 3 pour faire des projets, alors qu'au cinéma, c'est rare de voir 2 réalisateurs faire ensemble des projets. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que le projet, la bande dessinée, tu as rédigé le scénario d'une seule traite et ensuite tu as montré ce que tu avais à Hubert et les dessins qui devaient s'articuler autour de ça, ou vous avanciez côte à côte? J'ai pitché déjà l'idée à Hubert en lui disant, voilà, si tu veux cette idée, est-ce que ce pitch t'intéresse? Mais sur le principe, il était OK, il m'a fait confiance. Après, j'ai écrit le début pour voir vraiment si ça lui allait et ça a été. Mais je n'ai pas mis 6 ans à tout écrire. J'ai dû au début écrire un petit peu et au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça roulait, pour moi, rester immergé et être dans un flux tendu, j'ai écrit presque tout au bout d'un moment. Mais que j'écrivais, là, j'ai mon cahier sur lequel j'écrivais mon scénario. Donc moi, ça, c'est mon scénario dont je vais rester. Okay. Et si on regarde bien, c'est très, très simple. C'est à peine des lignes, parfois des têtes de bonhomme, des bouts de voiture pour expliquer des choses. Okay. Et je n'ai même pas montré ça à Hubert. C'est-à-dire que moi, ça me servait de base parce que j'aime écrire en bande dessinée parce que je vois le rythme case à case, si on prend une grande case, une petite case, le temps de réflexion, les silences, surtout dans cet album-là, il y a besoin de beaucoup de silence. Et une fois que j'avais fait ça, je redécoupais de manière un peu plus simple et lisible pour que Hubert puisse voir à quoi ça va ressembler. Et après, je lui disais même, c'est un prédécoupage. Si tu veux faire changer l'axe, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'était juste une mise en place. Après, toi, si tu veux faire un plan large, si tu veux faire 2 fois plus de cases, tu le fais. Ok, donc il y avait quand même une grande liberté, Hubert, pour le dessin. Oui, en fait, en réalité, c'était même pas tout à fait comme tu as dit, parce que moi, je me rappelle t'avoir demandé de ne me donner aucun dessin et aucune indication de découpage. Donc, oui, c'est vrai. Tu as transformé ça en fait en un texte qui ressemble tout à fait à une pièce de théâtre, c'est-à-dire c'était des dialogues avec de temps en temps un descriptif quand c'était nécessaire.
Et il n'y avait absolument aucun découpage de cases. Donc, en fait, toute la distribution des textes, etc., je l'ai faite librement et je pense que je suis probablement retombé un peu dans les rythmes que Lewis avait placés à l'avance. Voilà, tu as fait exactement la même chose sans savoir. Donc, j'aurais pu te donner ça plutôt que les de grands esprits se sont rencontrés. Mais l'intérêt, en fait, d'avoir fait comme ça, c'est que ça m'a permis à moi de m'immerger dans le récit et de trouver mon rythme à moi d'enchaînement des images, quoi. Okay. Oui, non, Parce que je pensais à une scène en particulier, la scène de la plage, là, entre la page 102 et page 108, et il y a toute la... On voit la plage, les enfants qui jouent, etc. Est-ce que ça, c'est toi qui est venu, qui s'est dit, je vais montrer ces petites images? Rien, là. Je crois que là, j'avais presque rien. Je crois que c'est vraiment un des espaces où... Alors, Lewis t'as dû me donner des propositions de groupes à animer, des gens qui jouent au volley, un gamin. Mais par exemple, le détail du gamin qui amène un bout de canette à la femme, là, ça, je ne crois pas que c'était dans le scénario de Lewis, par exemple. Non, c'est toi qui l'as rajouté, mais c'est un travail de collaboration. C'est bien on n'est pas capable de tout faire soi-même à 100% tout le temps. Donc, tant qu'à faire, autant s'enrichir des capacités de l'autre et faire confiance. Mais en fait, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que Lewis, il ne m'a donné aucun dessin, mais Lewis, c'est un scénariste qui dessine, c'est un auteur complet. Et en fait, même sans avoir les dessins de Lewis, son texte, en fait, c'est un texte qui est très, très propice à l'image parce qu'il a cette compétence de raconter des histoires avec des images. Et donc, en fait, même son texte, même dépourvu de ses dessins, il se prêtait très, très, très bien à la mise en image. Donc, en fait, j'ai jamais eu de difficulté à mettre en image le texte que Lewis me donnait. Et j'utilisais les dialogues comme des points d'ancrage, et c'est autour des dialogues que je m'appuyais, que je construisais toutes les séquences. Il y en a beaucoup, des séquences muettes dans le récit. Oui. J'ai en fait beaucoup travaillé comme ça, en retrouvant les rythmes naturels du texte que Lewis me donnait, quoi. Et dans le livre, à un moment, il y a un personnage que la femme qui est veuve croise, et qui a un cahier sur lequel il note toutes les coupures de presse des gens qui meurent de manière un petit peu bizarre. Oui, exactement, le Paco. Voilà, c'est Paco. Et ça, c'est quelque chose que j'avais fait moi-même. Là, c'est mon cahier de morts bizarres. Et j'avais moi-même fait plein de coupures de presse comme ça que j'avais recueillies, avec et certaines que j'ai utilisées aussi dans le récit. Mais j'avais fait ça peut-être 20 ans, 25 ans avant. Finalement, il y a un peu de toi dans le personnage alors de Paco. Bien sûr, il y a un peu de moi dans tous les personnages. Il y a un peu de lui dans tout, ouais. C'est marrant parce que moi, je ne l'avais jamais vu, ce cahier. Je savais qu'il existait, c'est la première fois que je le vois. Et bien justement, ça m'a amené à la question des personnages. Comment vous avez imaginé ces personnages, aussi leur physique? Pour Hubert, comment tu les as dessinés, d'où ils viennent? Et tout ce qui est caractère, etc. Lewis, tu as dit que il y avait des choses qui avaient inspiré tes personnages avec ton cahier, par exemple. Mais il y a quelque chose que je voulais absolument ne pas faire, c'était de faire du narratif, du texte off. C'est-à-dire à un moment, on est dans les pensées des personnages, etc. Je voulais vraiment que le lecteur voit le personnage de Fabienne de l'extérieur et qu'il l'imagine lui-même, qu'il reconstruise, qu'il fasse ce travail de reconstruction lui-même. Et pour ça, donner des petites pistes, des éléments, des indices pour trouver des solutions, mais je ne voulais pas tout mâcher à l'avance pour le lecteur. Donc, le personnage de Fabienne est très, on va dire, neutre, mais en même temps, on comprend qu'elle a un petit caractère, petit à petit. Le personnage de Paco, je ne le connaissais pas, et c'est Hubert qui l'a trouvé graphiquement, parce que c'est un ami à lui. Oui, en fait, on a fait des repérages à Palavas, l'endroit où se passe le récit, ensemble. On y a été plusieurs fois tous les deux, et même on y a été avec nos compagnes. Et on s'est assis à des bistrots, on a parlé. Et par exemple, Fabienne, elle est inspirée d'une jeune femme qui est venue nous servir 2,5 à notre table. Elle est arrivée avec son plateau et Lewis m'a fait des mimiques comme ça, genre c'est elle, regarde. Alors, du coup, on s'est mis à faire plein de photos à la dérobée
finalement, le personnage lui ressemble de loin, mais elle est un petit peu le portrait robot de cette femme qui nous a servi ses bières. Et puis, en se baladant dans le village, on a rencontré effectivement un copain à moi, John. Et John, il vend depuis des années et des années, il vend des objets du Tibet, du Népal, dans la rue principale de Palavas. Et moi, je savais qu'il avait une boutique à Montpellier, mais pas qu'il vendait à Palavas pendant la saison. Donc, on commence à parler, il nous emmène dans son magasin, tout ça. Puis, à un moment, Lewis me prend à part et me dit, mais en fait, Paco, c'est John, quoi. Et donc, du coup, j'ai demandé à John si ça lui allait qu'on utilise son image pour incarner le personnage. Et en fait, John, il aime bien la bande dessinée, donc il était ravi de se prêter à l'expérience. Et du coup, j'ai fait des photos et je suis vraiment parti de lui pour camper ce personnage. Et j'ai utilisé le vrai métier et la vraie boutique de John pour faire la boutique de Paco. Parfois, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h. Si on a des choses devant soi qui sont bien et intéressantes, eh ben, il faut les utiliser. Parfois, il faut tordre un petit peu, mais… Oui, il faut faire comme quand on a faim et qu'on ouvre son frigo et qu'on se dit « qu'est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner ?» Et on fait avec ce qui est dans le frigo, en fait. On n'est pas en train de se dire « ah, si seulement j'avais du poulet !» En fait, si on a du jambon, on peut faire un truc formidable avec du jambon. Et c'est comme ça qu'il faut travailler, bien sûr. Alors après, le John, Lewis ne le connaît pas du tout. Donc, il s'est vraiment inspiré de son apparence et de sa boutique. Par contre, la personnalité du Paco de l'album n'est pas du tout la personnalité de John, mon copain. Okay. Et quand vous dessinez habituellement les personnages, vous prenez toujours des photos tous les deux? Enfin, je sais que Lewis, toi, tu fais aussi des dessins animaliers. Enfin. Oui, moi, c'est des personnages animaliers, donc je voilà. prends pas de photos. Donc, parce que je n'ai pas trouvé de gens qui ont des têtes de girafes dans la rue. Donc pas encore, on ne sait jamais. C'est pas très utile. Mais pour tout ce qui est Je vais rester, pour tous les personnages, vous êtes basé à chaque fois sur… Non. Mais en fait, jamais en réalité. Hein. C'est-à-dire, Paco, c'est un peu une exception, mais si tu voyais les photos de John, bah oui, on reconnaît très bien le personnage, ses cheveux, son type, sa manière de porter ses chemises, ses pantalons courts et ses bijoux. Mais en réalité, aucun des dessins de l'album n'est le reflet direct d'une photo que j'aurais faite. Je me suis inspiré globalement de John, mais pas dans le détail de chaque chose. Moi, j'utilise la photo énormément en documentation, mais jamais littéralement. C'est pas, j'utilise pas la photo pour… j'utilise pas la photo pour régler un problème de perspective que je ne saurais pas régler, en fait. Je préfère que ma perspective soit plus simple et de pouvoir la faire à la main sans avoir besoin d'un support photographique. Et par contre, j'utilise la photo quand j'ai besoin de savoir comment, par exemple, typiquement la voiture, elle est inspirée d'une voiture qui existe. Bah, je me suis fait une petite documentation sur cette voiture et je me suis inspiré de toutes ces photos, mais jamais complètement littéralement, quoi. Ok. Et petite question. Ah, super, oui, la voiture. Ouais. Si jamais pour les participants, vous pouvez cliquer sur la vignette avec Lewis et Hubert pour pouvoir bien avoir en grand écran les images qu'ils nous montrent. Ça vous fait alterner les écrans. Trop tard, je ne montre plus. Trop tard, zut. Ben, vous le verrez dans le replay. Petite question encore, pourquoi Palavas? Palavas, c'est à 10 minutes de Montpellier. Ok. Et c'est une zone qui est très intéressante parce que dans l'imagerie populaire française, c'est le peuple, on va dire le bas peuple qui va à Palavas. Les gens qui ont un peu d'argent, jamais ils iraient à Palavas. Donc, c'est les gens du peuple, c'est les gens normaux, c'est des gens simples qui sont là. Et faire un livre, écrire un livre qui se passe à cet endroit-là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de faire ça dans un palace sur la Côte d'Azur, parce qu'on va avoir plus d'empathie pour les personnages, on va être plus proche d'eux que de suivre un milliardaire qui cherche une épouse, parce que sinon il ne va pas hériter. Et puis c'est un endroit qui a une histoire, il y a un petit village qui est ancien. Quand les congés payés sont arrivés dans les années 30, ils ont équipé ce littoral pour recevoir les gens qui partaient en vacances. Donc la ville s'est agrandie, mais de maisons assez modestes, de petites barres d'immeubles. Et puis il y a les étangs derrière, la Camargue n'est pas loin. Donc c'est un endroit en fait qui est chargé de tout un tas de très belles histoires en fait. Et donc
on s'est pas mal promené dans Palavas et dans le récit, Lewis a installé beaucoup de promenades dans Palavas et c'est très agréable en fait de s'y promener. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est un endroit très agréable à Oui, puis traverser. il y a des choses étonnantes. C'est que moi, la première fois que j'étais à Palavas, j'étais étonné parce qu'à Palavas, il y a un canal qui va vers la mer, Qui coupe la ville en deux. Donc, il y a un petit pont un peu plus loin, mais si on est au bord de la plage, il n'y a pas moyen de passer directement de l'autre côté, autrement que par un télésiège. Donc, si vous voulez cliquer, on voit le télésiège là-bas. Donc, c'est un télésiège comme en vacances de ski. Et donc, c'est très, très bizarre de se retrouver sur un télésiège comme ça, au bord de la mer. C'est très curieux. Donc, c'est toujours bien de s'inspirer comme ça de ce qui se passe vraiment au niveau du local. Il y a un restaurant qui est panoramique en haut d'un ancien château d'eau. Et c'est un restaurant qui tourne un petit peu sur lui-même comme ça. Donc, je me suis dit, c'est joli, c'est intéressant. Utilisons ça également. Hubert m'a parlé d'un endroit qui s'appelle les 4 canaux. Donc, c'est un canal qui vient depuis Toulouse, j'imagine. C'est le canal du Midi, ouais, c'est ça. Ouais. C'est le canal du Midi dans un sens. Et puis qui vient du nord aussi, dans l'autre sens. Il va du Rhône à Sète, celui-là. Voilà. Donc, du Rhône à Sète. Et donc, il y a 2 canaux qui se croisent. C'est coupé par le Lez, qui est un petit cours d'eau qui passe à Montpellier. D'accord. Donc, c'est surprenant, ça. Puis quand il a voulu montrer ça, donc on y a été. On a vu là-bas une petite maison qui avait l'air de rien. On s'est dit, tiens, ce serait bien que ce soit la maison de Paco. Et puis, un peu plus loin, il y avait une péniche abandonnée qui était à moitié délabrée, à moitié rouillée. On s'est dit, c'est marrant, pourquoi c'est là comme ça? Et on sent que dans l'album, Fabienne a envie de monter dessus. Ouais. Moi, je suis monté dessus, Lewis non. Il m'a regardé normal, il a fait des photos. Et du coup, dans le récit, c'est Fabienne qui monte et Paco qui reste en bas. Voilà. Ok. Donc, peut-être que Paco, il y avait quand même ce personnage en toi, Lewis. C'est ce que je dis depuis le début. Ouais. Tous les personnages sont en moi. Il est déjà 16h43. Je voulais juste revenir un peu sur... vous nous avez envoyé des photos de la couverture de l'album et vous aviez travaillé un peu sur le nom aussi de l'album. Quel a été le cheminement pour trouver justement ce titre et la couverture finale, finalement? Ça a été long. Ça a duré pendant toute la fabrication de l'album. Voilà, en fait. Donc 6 ans. Pendant 6 ans quasiment, on ne savait pas trop comment ça pouvait s'appeler, ni quoi montrer. Ça s'appelait Palavas au début. Au début, ça s'appelait Palavas. Hubert aimait bien Fabienne aussi. Moi, je trouvais ça un peu neutre, Fabienne. Je pensais que ça pourrait s'appeler aussi l'agenda, comme elle suit l'agenda de son compagnon décédé. Elle suit ce qu'ils devaient faire ensemble pendant toute la semaine. Ça pouvait s'appeler comme ça, mais ça c'était peut-être encore un peu neutre. Il y a un peu de vent. C'est ce qu'elle dit au téléphone après le drame. Quand elle est avec les beaux-parents, parce qu'elle ne peut pas dire ce qui s'est passé. Et puis après, je vais rester. C'est arrivé tout à la fin et c'est une idée de toi vraiment très tardive. Ouais, j'aimais bien parce que beaucoup de sens cette phrase. C'est sa décision elle, c'est je vais rester. Et le lecteur, il veut savoir pourquoi elle va rester. Oui, c'est vrai. Elle a beaucoup de sens, je trouve. Ça a un gros impact, ce titre-là. Voilà. Et la couverture, ça a été très, très long. Et même au final, il y a plusieurs sens, plusieurs façons de comprendre l'image et selon qui on est. Et Hubert a eu beaucoup de commentaires très, très divergents les uns des autres. Par exemple... Oui, en fait, cette image, c'est pas simple en fait sur un récit comme ça qui est tout en petites notes très, très légères. Qu'est-ce qu'on veut montrer du récit, de son ambiance et de ses personnages sur la couverture? Moi, j'ai pensé que comme il y avait ce choix de Lewis de n'écrire aucune des pensées du personnage et de ne faire aucun commentaire, de n'écrire que des dialogues, j'ai pensé que c'était intéressant que la couverture propose ça aussi, une espèce d'image où chacun puisse projeter une histoire différente, son histoire en fait. Et c'est vrai que sur ce dessin-là, j'ai eu des commentaires extrêmement contrastés. Une amie m'a dit « Oh là là, c'est quoi ce rapport sadomaso sadomasochiste ?»
Et puis j'ai eu au contraire, j'aime beaucoup cette image, on sent que la femme a confiance dans cet homme qui est là, qui la soutient. Et c'est curieux parce que les deux commentaires sont des commentaires sur exactement la même image, quoi. Donc, en fait, du coup, je suis très content parce que j'ai l'impression d'avoir réussi ça dans cette image-là. J'ai l'impression d'avoir réussi une image un peu en miroir où chacun peut y lire quelque chose qui lui appartient. Et je crois que le récit, globalement, il est pas mal comme ça. Il est très silencieux et les gens y trouvent des récits différents. J'ai remarqué, moi, que c'est un récit qui marche très bien avec les gens qui sont très imaginatifs. Et les gens, par contre, qui ont besoin qu'on leur raconte des choses très concises avec des effets de cause à conséquence, etc., ils sont un peu perdus parce que le récit est plein de fenêtres ouvertes, mais on ne sait pas exactement sur quoi la fenêtre s'ouvre, en fait. C'est Donc vraiment finalement, un récit où on est en abîme face à soi-même, quoi. Donc finalement, est-ce que vous avez quand même décidé de mettre un message clé dans cet album ou est-ce que vraiment c'est juste libre à l'interprétation? Parce que de ce que tu dis, c'est vraiment chacun se fait sa propre idée de son propre message de cet album. Mais est-ce que vous, quand vous l'avez créé, vous avez mis Quand il y a eu la proposition d'Hubert là-dessus, je me suis dit que c'était très bien parce qu'on voit très bien que la femme est totalement encadrée, encerclée, que ce soit par le parasol ou par les jambes de l'homme, mais que son regard est ailleurs. Donc, elle est à la fois enfermée par quelqu'un, par quelque chose, par son passé, mais elle s'évade d'une autre façon. C'est vrai, c'est vrai. Et le message clé de l'œuvre à la fin, finalement? Moi, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, mais moi, l'interprétation que moi j'en fais, c'est que c'est vraiment fait comme un plat, c'est-à-dire quand on cuisine, on a des intuitions, on se dit tiens, mais au fond, j'ai du romarin, j'ai mis une pêche dans la sauce, romarin pêche, ça va marcher, quoi. Et on prend des risques, on fait comme a dit Lewis, on utilise les ingrédients qu'on a et on tente des accords entre des saveurs. Et après, on sert ça. Et puis les gens autour de la table, il y en a un qui va dire oh, romarin pêche, ça me rappelle ma grand-mère, elle nous faisait des confitures comme ci, comme ça. Et en fait, chacun vibre d'une manière différente. Et finalement, la corde du récit n'est là que pour que cette vibration se produise, en fait. Okay. En tout cas, moi, c'est mon rapport à ce récit-là. Voilà. Et toi, Lewis? C'est difficile parce que moi, je suis beaucoup en improvisation dans mes récits. Je m'immerge totalement quand j'écris et je me laisse porter par les rapports de personnages et par la situation. Donc, j'ai très confiance en mon inconscient pour raconter des choses. Et après, une fois que c'est terminé, je me dis, ça doit vouloir dire quelque chose. J'espère que ça veut dire quelque chose. Mais, par exemple, je ne relis jamais mes livres. Pour ça, peut-être c'est une erreur. Mais je suis toujours dans celui d'après, jamais dans celui d'avant. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait dans ce livre-là? Je ne sais pas, apprendre à se connaître, simplement. Ouais, c'est beau. Merci en tout cas à vous deux. Je vous propose de passer on fait toujours la même petite rubrique à la fin avec nos auteurs et illustrateurs. C'est vos coups de cœur de BD afin que les élèves qui souhaiterait commencer par l'un de ses coups de cœur. On pourrait commencer ensemble parce qu'il se passe une chose particulière que votre liste ne montre pas, c'est que le Major Fatal de Moebius et le Garage hermétique, c'est le même livre en fait. C'est-à-dire qu'on a chacun choisi au milieu de l'énorme quantité de livres qui existent dans le monde, sur 3 livres qu'on a choisis chacun de notre côté, il y en a un qu'on a choisi en commun. Okay. Et ce n'est pas un hasard, hein, c'est un livre que moi je trouve vraiment important, mais c'est peut-être intéressant que toi t'en parles parce qu'il y a un rapport à l'écriture là-dedans notamment. Donc, c'est un livre de Moebius qui aussi, par ailleurs, faisait aussi des dessins de western avec Blueberry. Et il signait sous le nom de Moebius pour faire des récits de science-fiction. Il a fait l'Incal avec Jodorowsky par ailleurs. Et en co-créant le magazine Métal Hurlant, il a fait un feuilleton mensuel où il faisait tous les mois 2 pages. Et à côté de ça, il faisait son western et tous les mois, il refaisait 2 pages et 2 pages et 2 pages. Donc, c'est une accumulation de petits récits. Il y a une trame plus grande en même temps,
Le dessin, il change parce que entre un mois et un autre mois, il ne se souvient plus forcément ce qu'il a fait avant. Les pages sont restées chez le graveur, chez l'imprimeur. Et il y a un côté absolument d'improvisation qui m'a sidéré la première fois que je l'ai lu. Et c'est la première fois que j'ai compris qu'on pouvait être aussi libre simplement d'écrire. On n'était pas obligé de faire. Il y a le gentil, le méchant arrive et fait un truc méchant, le gentil va essayer de l'empêcher et à la fin, le gentil gagne. Là, d'un seul coup, c'est tout est possible, tout peut arriver. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, waouh, waouh. C'est ça. En fait, chaque idée, c'est fait très librement, encore la logique du frigo qu'on ouvre, c'est-à-dire toutes les semaines. En fait, c'est quelqu'un qui travaillait énormément à cette époque-là. C'était un bourreau de travail, ça l'a toujours été, mais il produisait Blueberry, qui était un truc très exigeant, qui demandait un très gros travail. Il en produisait beaucoup chaque semaine, etc. Et il avait monté cette revue avec ses potes Métal Hurlant. Et quand arrivait le jour où il devait livrer ses pages, il avait passé sa journée à faire du Blueberry. Il recevait un coup de fil du rédac chef qui lui disait dis donc, tes pages pour le garage hermétique. Il disait ah, la barbe, j'ai rien fait. Et en fait, il passait sa nuit à faire 2 pages et il les livrait le lendemain matin à un coursier qui passait. Donc, c'était fait vraiment quasiment dans un état de rêve éveillé, quoi. Et comme dit Lewis, il se rappelait très vaguement de ce qu'il avait fait la veille. Et curieusement, parce que c'était quelqu'un de très expérimenté et qu'il a beaucoup travaillé, et ben, à la fin, ça fait une espèce de récit qui a une logique qui grandit et toutes les choses finissent par se relier, trouver leur logique, leur place dans l'histoire, etc. C'est à la fois d'une très grande liberté et en même temps, ça raconte une vraie histoire assez structurée finalement. Bon, il y a beaucoup d'échappatoires quand même, Oui. des portes qui restent ouvertes. Oui, ce n'est pas un récit qui s'impose de conclure chacun des brins. Et donc, c'est un récit vraiment, vraiment étonnant parce que c'est un récit rare, en fait. Il n'y a pas tant de bandes dessinées qui s'accordent cette liberté-là. Ok. Donc, pour vous, c'est la BD à recommander à tous nos élèves et professeurs? En tout cas, c'est un jalon, c'est quelque chose d'important. Elle nous a marqué, ou en tout cas, elle a marqué notre génération. Mais bon, on est né il y a longtemps par rapport aux élèves qui nous suivent. On est vieux, on est chauve, on est vieux. Je pense que la BD leur plaira sûrement quand même. Est-ce que vous pouvez nous parler encore de l'un de vos coups de cœur à chacun? Ou une minute chacun sur l'un de vos coups de cœur? Alors, je vais parler d'Exit One de Rutu Modan. C'est une femme qui est israélienne qui fait des récits. Moi, ce qui me plaît beaucoup, en fait, c'est que… Alors, je vais prendre la liberté de dire un truc qui lui ferait peut-être pas plaisir, mais c'est une femme qui ne sait pas dessiner dans le sens où beaucoup de gens pensent savoir dessiner dans cette profession, c'est-à-dire… elle écrit ses récits et ensuite elle fait une séance de prise de vue avec des proches, des gens à qui demande de tenir le rôle de ses personnages. Et elle organise son récit comme un roman photo. Et ensuite, elle décalque les images et elle recourt à un système de mise en couleur qui est vachement chouette. Le résultat est très vivant et ces récits sont extrêmement passionnants, en fait. C'est très bien fait. Elle a un sens du personnage et de la psychologie qui est formidable, je trouve. Elle a fait celui-là et elle en a fait un autre aussi qui s'appelle The Property, qui est vraiment formidable. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, moi. Ok. Panada Champignac, c'est le titre d'un livre qui contient 2 récits, qui contient le récit de Panada Champignac et Bravo les Brothers. C'est un livre de Franquin. Donc, il a fait beaucoup d'aventures de Spirou et Fantasio et Gaston Lagaffe. Et pourquoi Bravo les Brothers? Parce que c'est plus Bravo les Brothers que Panada Champignac, mais comme c'est le titre de l'album, bon. Bravo les Brothers, je l'ai lu tardivement. Quand j'étais gamin, je lisais tous les Gastons, mais je les lisais, relisais. J'ai dû les lire 100 fois, 200 fois. Et j'ai vu, peut-être à 25 ans, que ce livre-là existait. Bravo les Brothers. Et d'un seul coup, je découvre Spirou et Fantasio et Gaston qui vivent une aventure avec des gags ahurissants, avec des singes qui se sont échappés d'un cirque, etc. Et c'est une espèce de magie, de rêve éveillé, de découvrir cet album-là bien après, avec une qualité de dessin, de vie dans le dessin, de vie dans les mouvements, de générosité. Et je choisis aussi ce livre-là parce que faire de l'humour, c'est difficile. Et généralement, quand on fait de l'humour, ça n'est pas valorisé.
On préfère aux Oscars, on préfère au Festival de Cannes ou à Berlin d'encenser des drames. Et des comédies, c'est beaucoup plus rare et pourtant, c'est beaucoup plus difficile à faire. Une comédie qui marche, c'est très dur. Une comédie qui ne marche pas, ça va être un flop tout de suite. Un drame qui ne marche pas, ben, c'est un drame qui ne marche pas, mais ce n'est pas si grave que ça, ce n'est pas si honteux. Mais une comédie qui ne marche pas, c'est honteux. Et je pense qu'il faut vraiment valoriser l'humour, surtout dans le monde dans lequel on vit. On a besoin de choses qui nous font rire, de bon cœur, et sans se moquer des autres, juste rire ensemble. Bon, c'est une très belle phrase de fin, Lewis, que tu viens de dire. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Alors, je voulais déjà vous remercier parce que je pense que les élèves et les professeurs ainsi que les passionnés de BD qui étaient là aujourd'hui ont appris beaucoup de choses. Et je vais repasser la parole à Davy pour les derniers détails. En tout cas, encore un grand merci à vous deux d'avoir passé ce temps avec nous. Bitte schön. Merci beaucoup Marie et merci vraiment à Lewis et à Hubert pour ces témoignages vraiment passionnants. Moi qui ai déjà lu la BD, ça m'a vraiment donné envie de relire parce que maintenant j'ai un angle différent, j'ai une vision différente de comment a été travaillée la BD, comment a été réalisée la bande dessinée, l'histoire et les dessins. Et voilà, ça m'a vraiment donné envie de la relire. J'espère que ça a aussi donné l'envie de lire ou de relire la BD à nos spectateurs, à nos auditeurs. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat. C'est le moment. Je crois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Il va y avoir un j'ai beaucoup de questions, mais elles sont en allemand, alors je ne peux pas répondre. Alors, c'est les traductions, Lewis. Oui. C'est les traductions de ce que vous avez dit. D'accord. Je crois que c'était Lewis. Qu'est-ce que vous pensez de ceci, cela, de la politique? Est-ce que vous allez vous présenter pour les présidentielles en France? Justement, on voulait savoir. Vous êtes garçon. Non, c'est Lewis a dit ceci, cela. D'accord, j'ai compris. Exactement. Donc, c'était pour un peu donner un suivi pour ceux qui avaient un peu de mal en français. Je suis tellement déçu. Voilà. On est Juste désolé, avant de Lewis. terminer ce webinaire, j'en profite pour vous rappeler nos 2 échéances du mercredi 2 mars 2022 de 11h à 12h. Rencontre avec Philippe Claudel, auteur de La petite fille de Monsieur Lin. Et un autre webinaire mardi 26 avril 2022 à 16h sur le panorama de l'univers de la bande dessinée. Voilà, 2 échéances à ne pas manquer. Et j'en profite pour vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à tous les participants et merci à tous ceux qui ont permis à ce webinaire d'être réalisé, notamment Lewis et Hubert pour leur présence à ce webinaire. Et merci à Marie, à Oriane, à Swazik, à Johanna, à Zoé, et voilà, pour leur participation et leur investissement dans ce webinaire. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous souhaite à très bientôt pour nos prochains webinaires. Bonne participation à Francomics et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ben voilà, c'est coupé.